J'ai nommé cette histoire alors que ma mère claquait sa fourchette sur la table. Tu as 48 heures pour sortir tes affaires. Cette maison est maintenant à ton frère. Je n'ai pas argumenté. Je suis juste restée silencieuse. 2 jours plus tard, mon frère est arrivé de Floride et est entré dans une maison vide. Bon, allons-y. Je suis Valeria, j'ai 30 ans et je travaille comme ingénieur logiciel à Austin, au Texas. J'ai vécu avec mes parents dans notre maison familiale aussi longtemps que je m'en souvienne. Mon jeune frère, Ethan, vit en Floride et fait du marketing. Nous ne sommes pas proches. En fait, c'est un euphémisme. Il y a 5 ans, tout a changé pour notre famille. Mes parents ont eu de sérieux problèmes d'argent. La banque était sur le point de saisir la maison parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'hypothèque. Je me souviens du jour où mon père était assis à la table de la cuisine avec tous ses papiers étalés, ses mains tremblant. Ma mère pleurait dans la chambre. J'avais 25 ans et j'économisais de l'argent pour mon propre logement, mais je ne pouvais pas les regarder tout perdre. J'ai vidé mon compte d'épargne cette semaine-là, chaque dollar que j'avais. Puis j'ai passé les 3 années suivantes à payer leur hypothèque. Mois après mois, j'ai remis mes chèques de paie. Au moment où c'était fini, j'avais dépensé 85 000 $ pour maintenir ce toit au-dessus de nos têtes, 85 000 $ qui auraient pu être mon avenir. Mais je ne me suis pas arrêté là. La maison tombait en ruine, alors je l'ai réparée. J'ai peint tous les murs en gris clair parce que le vieux jaune s'écaillait et était laid. J'ai arraché le revêtement de sol stratifié usé et j'ai posé de nouveaux planchers. J'ai réparé les robinets qui fuyaient dans les 2 salles de bain. Puis j'ai acheté des meubles parce que ce que nous avions était de la camelote, un canapé en cuir beige pour le salon, une nouvelle télévision, une machine à laver qui fonctionnait réellement, des rideaux pour les fenêtres. J'ai rendu cet endroit habitable à nouveau. J'ai envoyé des photos à Ethan. Regarde ce que j'ai fait. Regarde comme la maison est belle maintenant. Il n'a jamais répondu. Pas une seule fois. Quand j'ai essayé de lui parler de la situation hypothécaire, de la façon dont j'étais en train de me noyer dans les paiements, il a juste ri. Il a vraiment ri et a dit que c'était mon problème, pas le sien. Ethan appelait nos parents peut-être 2 fois par an, toujours la même excuse d'être trop occupé par son travail. J'ai continué à aider. J'ai payé les factures quand mes parents étaient à court d'argent. Quand papa a été licencié de son travail, j'ai payé pour réparer sa voiture pour qu'il puisse continuer à chercher du travail. Je me disais que je faisais ça pour la famille. J'avais ce rêve qu'un jour j'élèverais mes propres enfants dans cette maison, que tous mes sacrifices signifieraient quelque chose. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Mes parents parlaient à Ethan au téléphone tout le temps, de longues conversations où je pouvais entendre ma mère rire de cette manière douce qu'elle n'utilisait jamais avec moi. Mon père racontait à qui voulait bien l'entendre les succès d'Ethan en Floride, ses promotions, son appartement, sa vie. Il prononçait le nom d'Ethan avec cette fierté dans sa voix que je n'entendais jamais quand il parlait de moi. J'étais là à tout payer, et j'étais invisible. Puis est venu ce dîner. C'était un mardi soir ordinaire. Nous étions assis à table en train de manger le repas que j'avais préparé. Ma mère était silencieuse, ce qui était inhabituel. Mon père n'arrêtait pas de s'éclaircir la gorge. J'ai demandé si quelque chose n'allait pas. Ma mère a frappé la table avec sa fourchette. Le bruit était si fort que j'ai sursauté. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit que j'avais 48 heures pour emballer mes affaires et partir. La maison appartenait à Ethan maintenant. Juste comme ça. Mon père a acquiescé et a regardé son assiette comme un lâche. Je ne pouvais plus respirer. Je suis resté assise là à essayer de comprendre ce qu'elle venait de dire, 48 heures, la maison que j'avais sauvée, la maison que j'avais rénovée, la maison dans laquelle j'avais versé toute ma vie pendant les 5 dernières années. Ils allaient la donner à Ethan, qui n'avait rien fait pour eux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste levé de table et je suis allé dans ma chambre. J'ai fermé la porte et je me suis assise sur mon lit dans le noir. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. J'ai commencé à élaborer un plan. Le lendemain matin, mes parents sont partis tôt. Ils ont dit qu'ils allaient rendre visite à des amis à San Antonio et qu'ils seraient de retour dans 2 jours. Timing parfait. Dès que leur voiture a quitté l'allée, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Jennifer. Elle est ma meilleure amie depuis que nous nous sommes rencontrés à l'université du Texas à Austin. Elle est avocate maintenant, ce qui s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Je lui ai tout raconté, les paiements hypothécaires,
les rénovations, les meubles et maintenant ça. Jennifer est restée silencieuse pendant un moment, puis m'a posé une question qui a tout changé. As-tu des documents juridiques pour la maison? Des papiers? Je lui ai dit que la maison appartenait à ma grand-mère auparavant. Elle est décédée il y a 2 ans. J'avais toujours supposé qu'elle était passée à mes parents. Après cela, Jennifer m'a dit de lui donner 1 heure. Elle avait besoin de vérifier quelque chose. Cette heure a semblé durer une éternité. J'ai traversé la maison vide en regardant tout ce que j'avais fait, les murs gris, les planchers, le canapé pour lequel j'avais économisé, la télévision fixée au mur. Chaque chose m'appartenait. Jennifer a rappelé. Sa voix sonnait différemment, excitée. Elle a dit qu'elle avait contacté un collègue spécialisé en droit immobilier. Ils ont trouvé le testament de ma grand-mère au bureau du greffier du comté de Trévis. Jennifer a commencé à me le lire au téléphone. La maison m'avait été léguée, pas à mes parents, pas à Ethan, à moi. Ma grand-mère avait signé le testament, l'avait fait notarier et l'avait déposé 3 ans avant sa mort. J'étais désignée comme l'unique héritière de la maison d'Austin. J'ai presque laissé tomber le téléphone. Je n'avais aucune idée que ce testament existait. Jennifer a dit que mes parents y avaient accès. Ils savaient. Ils le savaient depuis le début, et ils me l'ont caché. Ils ont délibérément dissimulé les souhaits de ma grand-mère afin de pouvoir donner la maison à Ethan à la place. Je me suis assise sur le canapé, ma main serrant toujours le téléphone. Ma grand-mère me disait toujours que cette maison serait toujours à moi. Je pensais qu'elle était juste gentille, qu'elle disait des choses agréables pour me faire sentir spécial, mais elle le pensait vraiment. Elle l'avait mis par écrit et l'avait rendu officiel. Jennifer a continué à parler. Elle a dit que nous devions déposer une requête pour homologuer le testament, mais nous devions nous dépêcher. Mes parents seraient de retour dans 2 jours, et une fois qu'ils seraient revenus, tout se compliquerait. Je lui ai dit de faire tout ce qui était nécessaire. Je lui faisais entièrement confiance. Puis j'ai commencé à faire ma propre liste. J'ai examiné tous les relevés bancaires que j'ai pu trouver, tous les reçus que j'avais conservés, la preuve des 85 000 $ que j'avais payés pour l'hypothèque, la preuve de toutes les rénovations, de toutes les réparations, de tous les meubles. J'ai tout documenté. J'ai traversé la maison à nouveau, cette fois avec un carnet, la télévision au mur du salon, la mienne, la machine à laver dans la buanderie, la mienne, les rideaux à chaque fenêtre, les miens, le canapé en cuir beige, le mien, le micro-ondes dans la cuisine, le mien, la commode dans ma chambre, la mienne. Chaque article que j'avais acheté avec mon propre argent. Je l'ai noté. S'ils me mettaient à la porte, j'emportais tout ce qui m'appartenait. Ils pouvaient avoir leur maison vide et la donner à Ethan. Qu'il l'aménage lui-même. J'ai trouvé une entreprise de déménagement en ligne appelée Lone Star Mover. Je les ai appelés tout de suite. Un homme nommé Carlos a répondu. J'ai expliqué que j'avais besoin d'un déménagement urgent, que j'avais besoin d'un camion aujourd'hui. Carlos a demandé quand, et j'ai dit dès que possible. Il a dit qu'il pouvait envoyer un camion à midi. Je lui ai donné l'adresse et lui ai lu ma liste d'articles. Il a dit que ce ne serait pas un problème. Pendant que j'attendais les déménageurs, j'ai entendu frapper à la porte. C'était Madame Patricia de la Porte d'Accent Grave Côté. C'est cette gentille dame âgée qui nous apporte des biscuits chaque Thanksgiving. Elle a dit qu'elle m'avait vu me promener dans la maison et voulait s'assurer que tout allait bien. Je ne lui ai pas parlé du testament. Je ne lui ai pas dit ce que mes parents avaient fait, mais j'ai admis que je déménageais certaines choses. Madame Patricia avait l'air triste. Elle a dit que j'avais toujours bien traité la maison et que je ne méritais pas d'être traité aussi mal. Je l'ai remerciée. C'était agréable de savoir que quelqu'un voyait ce que j'avais fait. Puis Monsieur David s'est arrêté. Il habite 2 maisons plus loin, et il connaissait très bien ma grand-mère. Il a dit que la maison avait beaucoup compté pour elle et pour moi. Il pouvait le voir dans la façon dont je prenais soin de l'endroit. Je l'ai remercié, lui aussi. Ses voisins en avaient vu plus que mes propres parents. Les déménageurs sont arrivés à midi pile, Carlos et 2 autres gars avec un grand camion. Je leur ai montré tout ce que j'avais marqué. Ils ont travaillé vite, emballant le canapé et les couvertures, débranchant la télévision, déconnectant la machine à laver. Ils ont chargé le camion pièce par pièce. Les rideaux sont tombés. Le micro-ondes est allé dans une boîte. La commode de ma chambre a été emportée. En début d'après-midi, la maison était vide, complètement vide.
Je me suis tenu dans le salon et j'ai regardé autour de moi, mur nu, fenêtre nue, rien. C'est ce que mes parents méritaient. C'est ce qu'ils donnaient à Ethan. Je ne ressentais aucune culpabilité. J'étais assise sur les marches de l'entrée quand la voiture d'Ethan est arrivée. Il est sorti avec une valise, tout sourire, pensant probablement qu'il entrait dans sa maison gratuite. Il a ouvert la porte d'entrée et j'ai regardé son visage changer. Il a traversé le salon, puis est ressorti. Où sont toutes les affaires? Je me suis levé. J'ai pris ce qui m'appartenait. Son visage est devenu rouge. Maman et papa m'ont donné cette maison. Tu n'as pas le droit de prendre quoi que ce soit. Je me suis approché. J'ai payé pour ce canapé. J'ai payé pour la télévision. J'ai payé pour la machine à laver. J'ai payé pour tout ce que j'ai pris. Tu n'as pas contribué un seul centime. Il a commencé à crier. Tu penses que tu es si spécial parce que tu as dépensé un peu d'argent? C'est ma maison maintenant. Je n'ai pas élevé la voix. Tu n'as pas été ici depuis des années, Ethan. J'ai entretenu cet endroit. Je l'ai sauvé. Tu n'as rien fait. Il m'a bousculé et a traversé toute la maison. Je l'ai suivi. Il a vérifié la cuisine, la buanderie, les chambres. Son visage est devenu de plus en plus rouge avec chaque pièce vide. Il s'est retourné vers moi dans le couloir. Tu as tout pris, les chaises, les rideaux, tout. J'ai haussé les épaules. J'ai seulement pris ce que j'ai payé. Si tu veux la maison, aménage-la toi-même. Il a sorti son téléphone et a appelé notre mère. Je pouvais l'entendre se plaindre, sa voix aiguë et paniquée. Il a raccroché et m'a pointé du doigt. Maman et papa reviennent de San Antonio ce soir. Tu vas avoir de gros problèmes. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Sors. Il a attrapé sa valise et est passé devant moi en trombe. Il a claqué la porte si fort que le cadre a tremblé. J'ai verrouillé la porte derrière lui et j'ai souri. Le soir, j'étais à l'appartement de Jennifer au centre-ville d'Austin. Toutes mes affaires étaient dans un entrepôt. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le nom de ma mère s'affichait à l'écran encore et encore. Je n'ai pas répondu. Je savais exactement ce qu'elle dirait. J'ai écouté un message vocal. Ma mère criait qu'il y avait un étranger dans la maison, un homme qui prétendait maintenant en être le propriétaire. La voix de mon père en arrière-plan disait la même chose. J'ai supprimé le message. Jennifer avait travaillé vite. En utilisant le testament de ma grand-mère, elle m'avait transféré les droits sur la maison. Puis nous l'avons vendue. La maison avait été vendue à un investisseur local qui était heureux d'acheter une propriété à Austin. Cela a été fait discrètement et légalement. La maison qui était censée être la mienne, qui était légalement la mienne, avait disparu, et mes parents ne pouvaient rien y faire. Quelques jours plus tard, mon père a appelé. J'ai répondu cette fois. Sa voix tremblait. Valeria, nous devons parler de la maison. Je l'ai coupé. Vous avez caché le testament de grand-maman. Vous avez essayé de donner ma maison à Ethan. Il a commencé à chercher des excuses. Nous protégions la famille, essayant de garder tout le monde ensemble. Je l'ai interrompu. Vous avez protégé Ethan, pas moi. Le testament était clair. Grand-maman voulait que ce soit à moi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. Ma mère a appelé ensuite. J'ai failli ne pas répondre, mais je voulais entendre ce qu'elle avait à dire. Sa voix était différente de celle de mon père. Elle ne tremblait pas et ne s'excusait pas. Elle était en colère. Tu as détruit cette famille, a-t-elle dit. Tout ce que nous avons construit, tu l'as démoli. J'ai ri. J'ai vraiment ri. J'ai détruit la famille. Vous m'avez caché le testament de grand-maman. Vous avez essayé de voler ma maison et de la donner à Ethan. J'ai corrigé vos erreurs. Elle a commencé à me parler par-dessus. Nous t'avons donné un foyer. Nous t'avons élevé. C'est comme ça que tu nous remercies? J'ai senti ma colère monter, mais j'ai gardé ma voix froide. J'en ai fini de corriger vos erreurs. J'en ai fini de tout payer pendant que vous donnez tout le crédit à Ethan. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vivez avec. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je me sentais bien. Je me sentais forte. Pour la première fois en 5 ans,
Je ne portais pas leur poids. Les appels ont continué. Des messages vocaux se sont accumulés sur mon téléphone, ma mère me suppliant de régler la situation, mon père disant qu'ils allaient tout perdre, Ethan laissant des messages de colère me traitant d'égoïste et de cruel. Je n'en ai pas écouté la plupart. Je les ai supprimés dès qu'ils arrivaient. Jennifer s'est assise avec moi un soir dans son appartement. Nous avons commandé à emporter, et elle a sorti un dossier de papier. Tout était documenté, le testament, le dépôt de l'homologation, la vente de la maison. Tout était légal et définitif. Ils vont se battre pour ça, a dit Jennifer. Tu sais ça, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Laissez-les se battre. Nous avons le testament de grand-maman. Nous avons la preuve de tout. Elle a souri. Je voulais juste m'assurer que tu étais prête. J'étais prête. Je n'avais jamais été aussi prête pour quoi que ce soit dans ma vie. Un mois plus tard, mes parents ont intenté une action en justice. Jennifer l'avait prédit exactement. Ils ont affirmé que j'avais volé leur maison, que j'avais manipulé la situation, que le testament n'était pas valide. Leur avocat nous a envoyé un long document rempli d'accusations. Jennifer l'a lu et a ri. C'est de la foutaise. Ils n'ont aucune chance. Nous sommes allés au tribunal. Je portais une simple robe noire et je me suis assise à côté de Jennifer à la table. Mes parents étaient assis de l'autre côté avec leur avocat. Ethan était là, lui aussi, me lançant des regards noirs tout le temps. Je n'ai regardé aucun d'eux. Le juge a examiné les documents, le testament de ma grand-mère signé et notarié, le dépôt de l'homologation, la preuve que mes parents m'avaient caché le testament. Jennifer a présenté mes relevés bancaires montrant les 85 000 $ que j'avais payés pour l'hypothèque, les reçus de toutes les rénovations et des meubles. Tout était là, noir sur blanc. L'avocat de mes parents a essayé de faire valoir qu'il s'était occupé de la maison, qu'il la méritait pour m'avoir élevé. Le juge n'a pas semblé impressionné. Il a demandé s'ils avaient une revendication légale sur la propriété. Leur avocat a admis que non. Le testament était clair. Le juge a statué en ma faveur. La maison était la mienne de droit. J'avais le droit de la vendre. L'action en justice de mes parents a été rejetée. Ils ont été condamnés à payer les frais de justice. J'ai regardé le visage de ma mère pendant que le juge parlait. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans à ce moment-là. Nous sommes sortis du palais de justice. Ethan a essayé de me suivre, criant quelque chose sur la loyauté familiale. J'ai continué à marcher. Jennifer a posé sa main sur mon épaule et m'a guidé vers sa voiture. Nous sommes partis, et je n'ai pas regardé en arrière. Les mois ont passé. J'ai emménagé dans un nouvel appartement à Austin, un petit appartement d'une chambre près du centre-ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. J'avais de l'argent de la vente de la maison, et j'étais prudente avec ça. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de marketing local. C'était plus petit que mon dernier emploi d'ingénieur logiciel, mais ils appréciaient mes idées et me traitaient avec respect. Cela valait plus qu'un gros salaire. Je n'ai pas parlé à mes parents. Je n'ai pas parlé à Ethan. J'ai bloqué leur numéro et supprimé leur courriel. Je suis passé à autre chose dans ma vie. J'ai entendu des choses par le biais de connaissances mutuelles. Austin n'est pas une si grande ville. Les gens parlent. J'ai appris qu'Ethan avait dû acheter une nouvelle maison en Floride. Il comptait obtenir gratuitement notre maison familiale, prévoyant de la vendre et d'empocher l'argent. Quand cela est tombé à l'eau, il a dû piocher dans ses économies. Apparemment, il était assez en colère à ce sujet. Mes parents ont fait face à leurs propres problèmes. Ils ont dû emménager dans un petit appartement de location à la périphérie d'Austin, l'un de ces complexes bon marché avec des murs minces et un parking rempli de nids de poules. Ils sont passés de la propriété d'une maison à la location d'un appartement de 2 chambres. La communauté a découvert ce qu'ils avaient fait. Madame Patricia et Monsieur David, les voisins qui m'avaient soutenu, n'ont pas caché leur déception. Ils l'ont dit à d'autres personnes dans le quartier. L'histoire s'est répandue. Mes parents avaient caché le testament de leur propre mère pour tromper leur fille. Ce genre de choses ne reste pas silencieux dans une communauté soudée. Leur réputation s'est effondrée. Des personnes qui étaient amies depuis des années ont cessé d'appeler. Les invitations aux événements du quartier se sont taries. Ils sont devenus connus comme les personnes qui avaient trahi leur fille. J'ai entendu dire que ma mère avait essayé de l'expliquer, disant que j'avais mal compris,
mais personne ne l'a cru. Ils avaient aussi des problèmes d'argent. Sans propriété à utiliser comme garantie, ils ne pouvaient pas obtenir de prêt. Les frais juridiques de leur action en justice ratée ont englouti le peu d'économies qui leur restait. Mon père a fini par trouver du travail, mais ce n'était pas bien payé. Ma mère a pris un emploi à temps partiel dans une épicerie. Ils étaient en difficulté, et je ne ressentais rien à ce sujet. J'ai croisé Madame Patricia un jour dans un café. Elle est venue vers moi et m'a serré dans ses bras. Elle a dit qu'elle était fière de moi de m'être défendu. Elle a dit que ma grand-mère aurait été fière, elle aussi. Je l'ai remerciée, et nous avons parlé pendant un certain temps. Elle m'a dit que mes parents avaient l'air fatigués et tristes à chaque fois qu'elle les voyait. Je n'ai pas demandé plus de détails. J'ai commencé une thérapie à cette époque. J'avais besoin de parler à quelqu'un de tout ce qui s'était passé. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que je m'étais sous-évalué pendant des années. J'avais tout donné à ma famille, et ils l'avaient pris sans appréciation. Fixer des limites avait été la leçon la plus difficile, mais la plus importante. J'ai appris que je ne devais pas toute ma vie à mes parents juste parce qu'ils m'avaient élevé. Je ne devais rien à Ethan juste parce que nous partagions du sang. La famille est censée se soutenir mutuellement, pas s'exploiter mutuellement. Ils m'avaient exploité, et maintenant ils en subissaient les conséquences. Une année a passé. J'avais 31 ans maintenant, et ma vie était complètement différente. Je me réveillais dans mon propre appartement chaque matin, préparais mon propre café et allais travailler à un travail où les gens m'écoutaient vraiment. L'entreprise de marketing m'a promu analyste principal. Ils aimaient mes idées sur l'engagement des utilisateurs et m'ont confié mes propres projets à gérer. Je me suis fait de nouveaux amis au travail, des gens qui ne connaissaient rien au drame familial, des gens qui me voyaient comme juste Valyria, pas comme la fille de quelqu'un ou la sœur de quelqu'un. Nous sortions boire un verre le vendredi et parlions de choses normales comme les films et les projets du week-end. C'était agréable d'être vu comme ma propre personne. Jennifer et moi sommes restés proches. Elle était toujours ma meilleure amie, et j'étais reconnaissante pour tout ce qu'elle avait fait. Elle n'a jamais demandé de paiement ou de traitement spécial. Elle m'a juste aidé parce que c'est ce que font les vrais amis. Nous avons dîné ensemble une fois par semaine, et elle m'a dit que j'avais l'air plus heureuse. J'étais plus heureuse. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré au travail. Il s'appelait Marcus, et il travaillait dans le graphisme. Il était gentil et drôle, et il ne me forçait pas à parler de ma famille. Quand je lui ai finalement raconté l'histoire, il m'a juste tenu la main et m'a dit que j'avais fait la bonne chose. Cela signifiait tout pour moi. Je traversais Austin différemment maintenant. J'avais l'habitude d'éviter certains quartiers parce que je risquais de croiser mes parents. Maintenant, je m'en fichais. Je me promenais le long du front de mer de la rivière Colorado le week-end, m'asseyais dans des cafés du centre-ville, allais à des concerts aux Ilker Park. C'était ma ville, et je n'allais pas me cacher. Un samedi, j'ai vu mon père dans une épicerie. Il poussait un chariot, regardant les prix des conserves. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué. Ses épaules étaient voûtées, et ses cheveux étaient devenus plus gris. Il m'a vu et s'est figé. J'ai acquiescé et j'ai continué à marcher. Je ne ressentais ni colère ni tristesse. Je ne ressentais juste rien. Ma mère a essayé de me joindre une fois par l'intermédiaire d'une connaissance mutuelle. Elle voulait me rencontrer pour prendre un café et parler. La connaissance a dit que ma mère me manquait et voulait s'excuser. J'y ai pensé pendant peut-être 5 secondes et j'ai dit non. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Certaines trahisons sont trop profondes. Ethan m'a envoyé un courriel pour mon anniversaire. Il était long et décousu, parlant de la façon dont j'avais ruiné ses plans et lui avait coûté de l'argent. Il a dit que j'étais vengeresse et sans cœur. Il a dit que la famille devrait se pardonner mutuellement. Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu. Ethan ne comprenait toujours pas qu'il n'avait jamais été là pour la famille. Il voulait juste ce qu'il pensait mériter sans le gagner. Je pensais à ma grand-mère parfois. J'aurais aimé pouvoir la remercier pour le testament, pour m'avoir vu et m'avoir valorisé alors que mes propres parents ne l'avaient pas fait. Elle avait su quel genre de personnes ils étaient. Elle m'avait protégé d'outre-tombe. J'ai visité sa tombe un après-midi et j'ai laissé des fleurs. Je lui ai dit que j'allais bien, que je construisais une bonne vie. J'espérais qu'elle pouvait m'entendre. Ma thérapeute m'a demandé une fois si j'avais des regrets. J'y ai pensé. Regrettais-je d'avoir pris les meubles ?
Non. Regrettais-je d'avoir vendu la maison? Non. Regrettais-je d'avoir coupé les ponts avec ma famille? Non. La seule chose que je regrettais, c'était de ne pas m'être défendu plus tôt. J'avais gaspillé 5 ans à essayer de gagner un amour qui n'allait jamais venir. J'ai appris qu'on ne peut pas faire en sorte que les gens vous apprécient. On ne peut pas se sacrifier assez ou donner assez pour changer la façon dont ils vous voient. Mes parents avaient décidé il y a longtemps qu'Ethan était l'enfant chéri et que je n'étais que la personne fiable qui serait toujours là. Ils ont pris ma loyauté pour acquise, et cela leur a tout coûté. Maintenant, je construisais une vie selon mes propres conditions. J'économisais de l'argent à nouveau, cette fois pour moi-même. Je faisais des plans pour mon avenir qui n'impliquaient pas de régler les problèmes des autres. J'apprenais ce que je voulais réellement au lieu de ce que tout le monde attendait de moi. Je me tenais sur le balcon de mon appartement un soir à regarder le coucher de soleil sur Austin. Le ciel était orange et violet, et les lumières de la ville commençaient à s'allumer. J'avais un verre de vin à la main, et Marcus était à l'intérieur en train de préparer le dîner. Je pouvais l'entendre fredonner de la musique. C'était ma vie maintenant, petite et tranquille et la mienne. Pas de drame, pas de manipulation, pas d'effort constant pour prouver ma valeur. J'avais fixé des limites et perdu ma famille. Mais je m'étais retrouvé moi-même. Cet échange en valait la peine. J'ai pensé à la fille que j'étais, celle qui vidait son épargne pour sauver ses parents, qui peignait des murs et réparait des robinets dans l'espoir d'être reconnue. Elle avait mérité mieux. Je méritais mieux. Et maintenant, je l'avais. La vie que je construisais n'était pas parfaite. J'avais encore de mauvaises journées. Je me sentais encore seul parfois. Mais elle était honnête, et elle était réelle, et elle m'appartenait. Personne ne pouvait me l'enlever ou la donner à quelqu'un d'autre. C'était tout.